Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter l'article Gradual Typing for Functional Languages, donc de Jérémy Sick et Walid Taha. Donc, comme le nom l'indique, on va présenter un système de Gradual Typing pour les langages fonctionnels avec un petit ajout qui va permettre d'utiliser des références pour évaluer le comportement du Gradual Typing dans des langages impératifs. Donc, pour commencer, je vais commencer par introduire les idées qui motivent le typage graduel et l'idée de qu'est-ce que c'est le typage graduel devrait suivre assez naturellement. C'est pas très complexe comme idée. Donc, pour motiver le typage graduel, je vais ramener à la surface le débat entre les systèmes de typage statique et dynamique et je vais illustrer un peu les bénéfices qu'en théorie, on affirme gagner avec chaque discipline. Donc, dans le typage statique, on se retrouve souvent à avoir des bénéfices au niveau de la sécurité de l'exécution du programme. Comme on dit, well-typed programs do not go wrong. Et donc, justement, parce que les types garantissent une bonne utilisation des valeurs de ce type-là. On avance aussi qu'un compilateur moindrement intelligent est capable de faire des optimisations basées sur le fait qu'on a de l'information de type additionnel. Donc, c'est un grand avantage. On tend à avoir des meilleures performances au niveau de l'exécution des programmes statiquement typés. Du côté dynamique, on avance que la flexibilité des programmes est améliorée, puis à cause que justement les interfaces sont plus lousses, moins couplées au travers les types, justement. Et cette flexibilité-là, en théorie, amènerait une plus grande réutilisation du code ou une plus grande capacité, dans le fond, à réutiliser le code. Et à son tour, cette capacité de réutilisation accélérerait le développement logiciel. Et ce serait un avantage du programme typé dynamiquement. Et donc, on pourrait se demander, entre ces deux paradigmes-là, lequel est le paradigme parfait, lequel est la solution qu'on devrait tous utiliser. Et cet article-là avance en fait que ça serait aucun des deux et que la meilleure solution serait un mélange à la demande du programmeur, là, donc un mélange qu'on décide nous-mêmes, qu'on contrôle nous-mêmes, dans le fond, de ces deux disciplines-là. Et donc, cette idée de combiner, dans le fond, les deux paradigmes de typage correspond à ce qu'on essaie de faire avec le typage graduel. Donc, l'idée, c'est de commencer à programmer avec un langage dynamiquement typé pour bénéficier justement de l'accélération de développement. Puis au travers le développement, on ajoute graduellement, d'où le nom, les types à des endroits choisis pour améliorer les performances ou obtenir des garanties sur certaines sections du code pour s'assurer qu'on n'est pas tout en train de briser en faisant un refactoring minime. Et c'est ça. Donc l'idée, c'est aussi qu'on est libre de laisser certaines portions du code non typées pour garder une certaine flexibilité lors de l'utilisation de ces fonctions-là. Donc, par exemple, ici, j'ai inclus qu'est-ce qu'un système graduellement typé en scheme pourrait avoir l'air. Donc, observez que le niveau de granularité des types est très fin. Donc, on a la granularité la plus faible possible, la plus petite possible. Donc, on peut vraiment typer chaque élément individuel sans avoir de contraintes par rapport à qu'est-ce qu'on type. Puis que je peux laisser, dans le fond, le degré, je peux laisser certains paramètres non typés pour garder une flexibilité en termes des types acceptés. Donc, on devrait se poser des questions sur comment ça fonctionne parce que, a priori, le degré flexible de typage ne semble pas facile à réconcilier avec du typage statique. On pourrait se demander quel genre de garantie qu'on peut offrir dans un tel système parce que justement, on a du dynamisme qui se mélange à tout ça. C'est pas trivial comment régler ce problème-là. Donc, pour être capable de réfléchir aux garanties qu'on peut offrir, ben, il faut définir un peu plus le comportement attendu du système. Donc, l'idée principale ici, c'est que on utilise des morceaux d'information qui sont disponibles quand elles sont disponibles et quand on n'a pas l'information, ben, on retombe dans le fond à une évaluation, une comparaison des types dynamiques. Donc on délaie ça jusqu'à temps qu'on a l'information donnée par le type à la phase d'évaluation. Donc quand que deux morceaux de code s'interfacent et que leurs types sont connus, ben, c'est là qu'on veut avoir des garanties statiques. Donc par exemple ici dans cette fonction-là, le premier argument est une chaîne de caractères. Et donc, on doit s'assurer que lorsqu'on connaît le type des premiers arguments, on vérifie que le type est bon. Donc ici, on s'attend à avoir une chaîne de caractères. Et dans ce dernier exemple-là, on est capable de prouver que ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est bien un entier. Donc, on refuse cet exemple-là ici. Euh, exact. C'est ça. Donc, avant de me lancer directement dans la présentation d'un lambda calcul graduellement typé, j'aimerais présenter ce que je vais appeler les amis du typage graduel, donc des idées similaires qui vont combiner les deux disciplines de typage qui sont a priori opposées, mais sans nécessairement le faire de la même façon que le typage graduel ou avoir les mêmes objectifs. Donc d'abord, on retrouve le typage optionnel que je vais présenter dans le contexte de Python. Puis par la suite, je vais parler des annotations de type qu'on retrouve en Common Lisp ou les annotations de type en général. Et finalement, je vais présenter l'idée exactement opposée
au typage graduel, qui est l'utilisation des mots-clés dynamiques dans des langages statiquement typés. Donc, le typage optionnel, tel qu'on retrouve dans Python, se manifeste de cette façon-là. Donc, on est capable en Python d'ajouter, depuis certaines versions assez récentes, des annotations de type aux fonctions. Puis, ces annotations de type-là vont, comme on va le voir, c'est ça, je ne vais pas le dire tout de suite. Donc, ici, on a deux fois la même fonction qui calcule la fonction factorielle, en fait. La première étant non typée et la deuxième étant typée. Donc, on pourrait se demander comment ça fonctionne, ces fonctions-là. Donc, la première, on passe une string aux deux, donc pour voir qu'est-ce qui se passe en cas d'échec. Puis on se rend compte que les deux donnent la même chose, une erreur de type, parce qu'en Python, on ne peut pas concaténer, comme on le fait ici, là, un entier avec une chaîne de caractères. C'est une opération invalide parce que le type string ne supporte pas cette opération-là. Donc on pourrait se dire, est-ce que ça change quelque chose au niveau interne de la fonction Python? Est-ce que la sémantique du code a changé, malgré que lorsqu'on appelle avec un type invalide, ça ne marche pas? Donc peut-être qu'on a eu des optimisations, on ne sait pas. Donc on regarde ici le désassemblage de la fonction pas typée. Puis on désassemble la fonction typée, puis on se rend compte, c'est exactement la même chose. Donc on pourrait se dire à quoi ça sert dans le fond le typage optionnel. Ici, on n'a rien gagné en termes de ni la sémantique, ni des vérifications statiques. Donc le typage optionnel, tel que défini dans Python, donc, ou dans la littérature, dans le fond, va correspondre à un système qui ne fait pas de vérification statique, en termes qu'on ne va pas rejeter des programmes sur la base qu'on peut prouver que statiquement, ils sont invalides. Il n'y a pas de différence runtime non plus, donc la sémantique des programmes reste inchangée. Donc le typage optionnel, dans le fond, va servir justement à seulement les outils d'analyse pour vérifier, peut-être se donner des indices ou s'aider dans le développement, mais sans nécessairement rejeter des programmes qui auraient pu être rejetés si on aurait un système de typage statique. Les annotations de type, qui est une idée un peu plus générale, puis encore une fois, ce n'est pas des définitions qui sont coulées dans le béton, c'est vraiment juste à titre illustratif. Donc les annotations de type ne vont pas enforcer des validations statiques en général, parce qu'on est dans un langage dynamique, évidemment, puis sinon on tomberait dans du typage graduel. Puis ils vont peut-être changer par contre la façon dont le code est compilé. Donc c'est le comportement qu'on a en Common Lisp, où on peut compiler du code de façon optimisée selon un certain paramètre de type, mais que ça peut quand même amener à des opérations unsound, dans le sens que on va avoir des échecs ou des comportements indéfinis parce qu'on utilise un type de la mauvaise façon. Donc c'est possible de faire du Common Lisp qui a des opérations unsound et qui plante sur des manipulations erronées des types. Cette fois-ci, à fond, l'idée est exactement inverse au typage graduel qu'on retrouve en C# avec l'introduction du mot-clé dynamique. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas le feature préféré de la communauté C#, mais c'est là quand même. Donc, on peut porter la vérification statique à la phase d'évaluation. Donc, par exemple, ici, avec l'introduction du mot-clé dynamique, on peut cacher, dans le fond, le type d'une string. Puis, toutes les opérations imaginables en C# peuvent être utilisées sur un type dynamique parce qu'a priori, le type peut être n'importe quoi. Donc, on doit s'autoriser de faire toutes les opérations possibles parce qu'on n'a aucune preuve à l'évaluation que ça va être invalide. Pour montrer que ce n'est pas équivalent à caster en objet, cette opération-là ici, qui est valide en C#, là, en C#, on peut additionner une string puis un entier, c'est défini. Donc, ici, dans cet exemple-là, c'est pas autorisé parce que justement, le type objet cache toute l'information qu'on sait, puis statiquement, on n'est pas capable de dire. Statiquement, on est capable de dire que c'est pas valide parce que l'opération plus n'est pas définie sur objet. Donc, c'est différent de objet justement parce que objet implique quand même une vérification statique parce que ça ne compile pas ici. Puis dynamique, c'est à l'évaluation. Donc, on vérifie lorsqu'on a besoin de la valeur. Donc, tout ça, ça m'amène à les deux types d'erreurs qu'on peut avoir face à la mauvaise utilisation des types dans un programme. La première erreur, qui est l'erreur de type, et celle qu'on a vue dans le code Python il y a quelques instants, ça survient lorsqu'on fait une mauvaise utilisation d'un type par rapport à une opération qui n'est pas définie pour ce type-là ou qui n'a pas de sens. C'est des erreurs qui ne devraient pas arriver dans un langage qui est statiquement typé parce que justement, le but d'un langage statiquement typé, puis c'est là qu'on gagne la sécurité dont je parlais tantôt, c'est que ces erreurs-là sont empêchées, sont bloquées. On ne peut pas avoir ces erreurs-là parce que le système de type a vérifié que ça n'arrivera pas, justement. C'est le but du système de type. Dans un langage typé graduellement, comme on est ici, c'est aussi le genre d'erreur qu'on veut éliminer. On ne veut pas mal utiliser un type parce que justement, si on utilise mal un type sur une opération, on sait que cette opération-là doit statiquement être vérifiée pour un certain type. Donc, c'est le but d'un système de typage graduel, c'est d'empêcher ces erreurs-là d'arriver. Les erreurs qu'on ne peut pas éviter, par exemple, ce sont des erreurs de casse. Les erreurs de casse surviennent lorsque c'est impossible d'interpréter un type comme étant un autre. Puis ces erreurs-là sont inévitables dans plusieurs systèmes parce que justement,
le programmeur a le droit d'écrire des castes à la main. Dans notre système, on n'aura pas le droit d'écrire des castes à la main, mais on va quand même avoir des erreurs de caste, puis je vais montrer pourquoi plus tard. Donc, comme que j'ai dit, dans un système de typage graduel, on évite les erreurs de type, on n'en veut pas, mais les erreurs de caste sont inévitables, comme dans un langage statiquement typé. Donc, dans cet article, les auteurs vont présenter un lambda calcul typé, mais équipé du typage graduel. Pardon. On va étendre ce lambda calcul avec avec des références qui vont être dénotées à la ML, donc on va faire ça plus tard. Puis les objectifs, dans le fond, de ce lambda calcul-là, c'est de satisfaire les objectifs qu'on s'est précédemment donnés. Donc, on veut que lorsque des parties qui sont statiquement typées s'interfacent, on veut avoir des garanties statiques sur le comportement de ces parties-là. Puis, lorsqu'on a des parties qui sont non typées, on veut que ça se comporte comme dans un langage dynamique, donc la vérification des types est faite à l'exécution. L'objectif le plus difficile à atteindre, et le plus important aussi, c'est qu'on veut un système qui est sound. On veut donc que le dynamisme introduit par la possibilité de laisser des variables dynamiques n'affecte pas le bon comportement du système de type. Puis ça, c'est a priori pas facile à faire parce que on va voir pourquoi. Puis c'est important parce que si ça serait pas sound, on n'aurait pas besoin, on voudrait pas avoir le système statique de toute façon, on resterait dans le côté dynamique. Donc un système de typage graduel qui n'est pas sound, c'est pas super utile. Donc, j'aimerais d'abord entrer dans plus de détails de comment notre système fonctionne en termes du comportement attendu, surtout au niveau de l'interfaçage de code statiquement typé et dynamiquement typé. Donc, regardons plus en détail comment on peut réconcilier ce mélange de types-là. Donc, ici, on a une fonction que je vais appeler la fonction double qui va doubler une entrée selon le type qu'on reçoit. Donc, ici, on va doubler un entier. On présume parce qu'on fait un plus dessus. Donc, cette fonction-là n'est pas typée. Donc, pour le système, le type, c'est inconnu vers inconnu. Puis 5 ici, qui est évidemment un entier qu'on peut montrer par le contexte du programme. Donc ici, on doit admettre que 5, malgré que c'est typé, puis que la fonction prend un argument dynamique, un type, ça peut être. Le type dynamique, dans le fond, accepte n'importe quoi, parce que ça veut un peu à quelque part dire qu'on accepte tous les types possibles, puis que les vérifications vont être portées à la phase dynamique, mais ici, donc ici, on accepte ça sans ambiguïté, il n'y a pas de problème. À l'inverse, ici, si on fait une opération qui est évidemment invalide, donc ici on a la fonction qui double encore une fois l'entrée, mais cette fois-ci sur une string, en utilisant la string append, cette lambda-là est de type string vers inconnu, donc ici on force l'entrée, on force le paramètre comme étant une string, puis ici on passe sur un paramètre qui n'est évidemment pas une string, donc sans ambiguïté, le programme est capable de rejeter cet appel-là statiquement, parce que c'est évidemment, on peut prouver que c'est invalide assez facilement. La partie vraiment intéressante ici, c'est lorsqu'on manipule des fonctions de premier ordre ou des types composés. Donc ici, j'introduis la fonction intMap avec une déclaration de type à la Haskell. C'est juste pour annoter les types. Il n'y a pas de currying qui est fait ici. Le premier paramètre de la fonction intMap s'attend à être une fonction entier vers entier, mais nous, on fournit une fonction d'un autre type. Donc ici, on va supposer que c'est une fonction inconnue vers int. C'est purement hypothétique ici, mais on va supposer que c'est int parce que plus retourne juste des int. C'est juste hypothétique, c'est juste pour illustrer l'exemple. Donc, on peut se poser la question, comment on vérifie que ces types-là sont compatibles avec les autres? Comment que ça fait, on peut dire, comment on décide si statiquement on doit accepter ou refuser cet appel-là? Donc, si la fonction dans la lambda aurait été typée entièrement, par exemple, string vers int, on aurait refusé immédiatement parce que c'est pas compatible, mais là, on a dynamique. Comment on décide si c'est compatible? Puis, pour être capable de répondre à cette question, j'ai introduit la fonction de la relation de consistance entre les types, qui va correspondre à cette idée que j'ai détaillée un petit peu plus tôt, qu'on va traiter les parties qui sont connues puis ignorer les parties inconnues. Donc la relation de consistance va comme suit. Donc deux types sont consistants si les composantes connues du type sont consistantes, évidemment. Puis on va ignorer les parties inconnues de l'un ou l'autre type pour justement être capable de dire si c'est dynamique, on va porter ça à l'évaluation. Puis comme c'est une définition récursive, pour que ça termine un jour, on va dire qu'un type est évidemment consistant avec lui-même. Donc, une belle illustration de comment se comporte la consistance ou le principe de consistance générale, c'est en faisant des arbres qui vont représenter nos types. Donc, la fonction f ici, qui est la fonction qu'on s'attend à avoir, est une fonction entier vers entier, puis la fonction g, qui est celle qu'on fournit à l'appel de fonction, est une fonction inconnue vers entier. Et donc, pour vérifier si c'est compatible, comme j'ai mentionné, avec la relation de consistance, on va vérifier les parties qui sont connues du type. Et donc, dans la fonction G, le type du domaine est inconnu. C'est de type dynamique. On ne sait pas à l'avance c'est quoi le type de cette
le type de l'image du domaine de cette fonction-là. Donc, on ignore le domaine des deux fonctions. On se dit, ça, c'est inconnu, donc ça, on ne le compare pas. Donc, à la racine, on a bien que les deux, ce sont des fonctions de type flèche, donc on peut appliquer les deux éléments. Puis, on a que l'image est la même. Les deux, ce sont des types entiers. Si ici, on aurait eu string, on aurait été capable de dire statiquement que c'est invalide parce que malgré que le domaine est dynamique, on a une incompatibilité au niveau de l'image, donc on aurait refusé ce type-là. Donc, peut-être pour illustrer un peu plus la consistance, j'introduis des exemples avec des types algébriques. Donc, sachez que ce n'est pas introduit dans l'article. On ne traite pas des types algébriques. C'est juste à titre illustratif. Donc, évidemment, ici, on a un type algébrique qui est un produit de T1 fois T2 fois un type qui est vérifié dynamiquement. Mais on n'a pas d'autre choix que d'accepter une valeur de ce type-là quand on cherche une valeur de type T1 fois T2 fois T3 parce que ici, comme on ne sait pas le type à l'avance, on pourrait bien avoir une valeur qui est un représentant de ce type-là ici, qui est une valeur possible de ce type-là. On ne le sait pas à l'avance, donc on doit accepter au travers de la relation de consistance ce type-là. Puis même chose pour un sum type, mais il y a des difficultés associées à vérifier les sum types que je ne vais pas présenter ici. C'est juste à titre indicatif, encore une fois, pour illustrer plus intuitivement comment ça fonctionne. Donc, rapidement, là, quelques axiomes sur la relation de consistance, parce que c'est un peu l'élément de construction de notre système graduel. Donc, on a évidemment que, comme j'ai mentionné plus tôt, un type est toujours consistant avec lui-même, parce que c'est ça. Et que tous les types sont consistants avec les types inconnus, dans le fond, parce que justement, c'est ce qui va permettre de ne pas comparer des parties qui sont dynamiquement typées lorsqu'on vérifie la consistance. Et donc, on va ignorer les parties inconnues. Puis, pour assembler le tout ensemble, la relation en 1 ici qui illustre la consistance de fonction, que si vous remarquez, c'est assez standard. Là, ça ressemble à les formes qu'on a vues avant avec l'égalité des types. Et donc, ça nous permet justement d'appliquer notre définition sur des types complexes. Puis c'est comme ça qu'on va vérifier qu'en fond, que deux types de fonctions sont consistants un envers l'autre. Donc, en raisonnant un peu sur notre relation, on obtient que cette relation-là est évidemment symétrique, puis ça fait du sens parce que il n'y a pas de raison a priori qu'un type soit compatible dans un certain ordre, pas dans l'autre, dans le sens qu'on ne peut pas inverser les arguments au travers de gauche à droite. Là, c'est assez évident, je pense que c'est symétrique. Puis, c'est pas transitif. Puis, par manque de temps, je le ferai pas. Je ne vais pas faire la dérivation de la non-transitivité par cœur avec vous. Mais se rappeler que c'est pas transitif. Et donc, c'est un peu différent d'une relation qu'on retrouverait classiquement sur des types. Parce que typiquement, sur des types, on va définir une relation qui va être une relation qui va être transitif, pas symétrique, qui va être antisymétrique. Puis souvent, c'est des relations de sous-typage. Puis on pourrait se demander pourquoi notre système de typage graduel n'est pas défini sur du sous-typage. Puis la raison, en fait, pourquoi on définit un système de typage graduel avec une relation différente que le sous-typage, c'est que ça existe déjà un système de typage graduel qui utilise le sous-typage. Puis on pourrait dire que ça existe déjà, pourquoi qu'on ne l'utilise pas, pourquoi on ne fait pas étendre cette définition-là? En fait, c'est parce qu'elle n'est pas sound. Donc, pour illustrer un peu pourquoi ça ne marche pas, je vais très rapidement présenter un système de typage graduel formalisé autour de la relation de sous-typage. Puis je vais montrer que ça ne marche pas. Puis c'est pour ça qu'on va ignorer, on ne va pas utiliser cette relation-là. Donc c'est un article qui existe, donc je vais le laisser anonyme pour l'instant, puis je vais en parler plus tard. Donc dans ce système de sous-typage, on utilise oméga comme étant le type parent, donc le type qui a le moins d'informations. Puis la relation de sous-typage nous permet de upcaster un paramètre. Donc par exemple ici, si j'ai une lambda qui accepte un paramètre qui n'est pas typé, justement, ici, a priori, on accepte n'importe quoi. Mais moi, je lui passe un entier 5 qui est typé comme étant int. Bien, je dois être capable de upcaster, dans le fond, mon entier vers le type oméga, le type parent, pour cacher l'information, puis faire accepter ce typage-là ici. Donc, statistiquement, vérifier que ça, c'est une équation, c'est une expression qui fait du sens. Inversement, si j'ai une fonction qui doit accepter un entier, mais moi, j'ai une variable de type inconnu, je dois être capable de downcaster, donc faire le chemin inverse, pour sortir de mon système dynamique, puis être capable d'appliquer une variable dynamique à un contexte qui, statiquement, est typé. Donc, le sous-typage, le downcasting, pardon, je sais que j'ai gauche à droite dans mes slides, là. Donc, le downcasting est défini si on aurait été capable de faire un upcast dans l'autre sens. Donc, si on est capable de upcaster sigma à tau, parce que sigma est un sous-type de tau, ben on peut faire un downcast de tau vers sigma. Donc, on peut pas faire des downcasts en diagonale, mais on peut y aller de haut vers en bas, puis de bas vers en haut, dans le fond. Le problème avec le subtyping, si vous avez suivi ce que je viens de présenter, c'est que finalement, comme tous les types sont des enfants de oméga, on est capable de caster
n'importe quel type vers n'importe quel autre type sans problème. Le système accepte ces chaînes de casse-là. Donc, la solution présentée dans l'article, c'est de refuser des chaînes de casse qui vont amener d'un type fondamentalement incompatible vers un autre. Donc, par exemple, si je fais int vers dynamique, puis dynamique vers string par après, cette chaîne de casse-là va être refusée par le système par une deuxième phase de vérification qui va vérifier qu'on n'a pas fait des castes stupides. Mais cette solution-là n'en est pas vraiment une. Donc, en fait, on peut quand même faire vérifier... Oh mon Dieu! On peut quand même faire vérifier des programmes invalides. Des programmes invalides, statiquement, sont quand même vérifiés par le système de type. Donc ici, pour illustrer cet exemple-là, je prends une string puis je l'applique à une fonction entière qui prend un entier. Donc statiquement, normalement, on veut refuser cet appel-là parce que c'est évidemment pas correct. Mais dans les règles de dérivation, à cause du fait qu'on utilise le sous-typage, ben, il existe une dérivation de type de ce programme-là qui va être acceptée quand même. Donc, comment ça se passe? Ici, on fait un cast. Un cast est fait par le type system vers oméga, donc pour cacher l'information, le rendre dans le type dynamique. Puis on peut faire la même chose avec l'argument de gauche, parce que dans le problème, dans la solution naïve, on aurait recasté ça vers un entier, mais ça, évidemment, ça ne marche pas. C'est un cast dit stupide par la deuxième phase de vérification. Donc, ce que le système de type fait, c'est qu'il existe aussi une dérivation qui caste l'opérateur vers le type dynamique. Puis maintenant, on se retrouve à faire un appel de dynamique sur un argument dynamique. Et donc, ça, c'est appliqué, c'est acceptable par le système de type. Et donc, le système a quand même dérivé une validation pour cette expression-là qui ne devrait pas être validée, là, dans le fond. C'est pas valide comme... c'est pas valide comme dérivation. Là. Ça ne devrait pas être accepté parce que justement, un système intelligent devrait être capable de dire une string appliquée à un entier, il ne devrait pas exister de dérivation pour ça parce que c'est évidemment statiquement prouvable comme étant incorrect. Donc à partir de maintenant, je vais rester dans le contexte de lambda G pour le reste de la présentation. Donc dans lambda G, je vais introduire la syntaxe d'abord, mais c'est assez simple. En fait, c'est exactement la syntaxe du lambda calcul simplement typé. Outre le fait que j'autorise maintenant, dans le fond, de ne pas typer les arguments de mes fonctions. Puis ça va me donner une lambda qui va être typée dynamiquement, dans le fond. Le point d'interrogation va dénoter le type inconnu ou le type inconnu, dans le fond, qui va être vérifié à l'exécution. Donc maintenant, les règles de typage, comme que ça ressemble beaucoup au lambda... en fait, les règles de typage sont exactement les mêmes que le lambda calcul simplement typé parce que justement, outre le type dynamique, ben, il n'y a pas rien à faire parce que les types sont connus. Donc, les seules modifications qui sont demandées par l'introduction de type dynamique sont lors de l'application de fonction, et j'illustre les deux règles ici. Donc, la première ici qui traite du fait qu'on peut parfois appeler une fonction qui n'est pas typée sur un argument qui est peut-être typé. Tau2 pourrait être le type inconnu. Donc, dans ce cas-là, on va accepter l'évaluation. On va accepter statiquement cette expression-là parce qu'on ne peut pas vérifier que E1 est bien une fonction d'abord ou une fonction du bon type. Donc, on accepte cette dérivation-là, puis on va porter l'évaluation du type à l'exécution. Ici, dans ce cas-là, où est-ce qu'on a de l'information sur l'opérateur, donc l'opérateur ici de type tau vers tau prime, mais l'opérande n'est pas de type tau. Mais par contre, on sait qu'on peut vérifier que l'opérande est consistante avec le type tau. Donc, dans ce cas-là, on va quand même accepter cette expression-là comme étant bien typée. Puis, on va porter la vérification à la phase dynamique parce que justement, on mélange le typage statique et dynamique. Donc, au niveau statique, on ne peut pas conclure que c'est incorrect dans un ou l'autre des cas. Donc, on apporte ça à la phase dynamique. Donc, depuis tantôt, j'aurais pas dit que c'est très similaire que le lambda calcul simplement typé. Puis, c'est pas sans conséquence, justement, parce que on peut montrer que sur un terme complètement typé, le lambda calcul graduellement typé est exactement le système de type est exactement équivalent au système de type du lambda calcul simplement typé. Donc, pourquoi c'est vrai? On peut montrer ça assez facilement, au moins intuitivement. Il suffit, dans le fond, d'éliminer toutes les règles qui utilisent le point d'interrogation. Donc, ces règles-là ne s'appliquent plus parce que, justement, on a typé l'entièreté de notre programme. Et donc, comme on enlève toutes les règles qui traitent du point d'interrogation parce qu'elles ne seront jamais invoquées, ben, la relation de consistance, en fond, collapse à l'égalité entre les types parce que, comme j'ai dit, toutes les règles qui traitent du point d'interrogation sont maintenant ignorées. Donc, on pourrait se dire que ça serait cool que, dans le cas qu'on ne type rien, on ait aussi un système de type équivalent au lambda calcul simple ou non typé ou traditionnel. Mais donc, c'est pas vrai parce que on peut refuser des termes seulement sur la base du fait qu'on a un environnement de constantes qui type les constantes. Donc, par exemple, ici,
en supposant que la fonction plus est typée comme étant une fonction int vers int vers int, encore une fois à la Haskell. Le deuxième paramètre, qui est bien évidemment une string, doit être refusé par le système de type parce que justement, c'est pas bon. Évidemment, on peut statiquement montrer qu'une string, c'est pas un entier, assez facilement d'ailleurs. Et donc, malheureusement, on n'est pas équivalent au lambda calcul simplement typé, mais sachez qu'il existe une traduction assez simple, en fait, du lambda de lambda G, là, du lambda graduellement typé vers le lambda calcul non typé, qui va faire que ça passe, mais que ça va planter à l'évaluation. Mais donc c'est ça. On parle plus du lambda calcul. Allons-y. Donc, j'ai mentionné plus tôt qu'on ajoutait les références au lambda calcul simplement, au lambda calcul graduellement typé. Donc, de quoi ça a l'air? Ça a l'air de ce qu'on a fait en ML. C'est assez simple. Pas de grande surprise ici. Donc, remarquez que le type de référence n'est pas un ground type. C'est pas un type de base. Puis la raison pourquoi c'est pas un type de base, ben, c'est parce qu'il y a un problème avec les références et le typage graduel que j'illustre maintenant. Donc ici, c'est une syntaxe imaginaire pour un système scheme qui supporte le typage graduel. Donc d'abord, on définit à la première ligne dans le let une référence de type inconnu, flèche inconnue, donc une référence d'une fonction. Puis à l'intérieur de cette référence-là, ben, on met la valeur de la fonction identité qui ne se préoccupe pas du type de ses arguments, donc vraiment une fonction de type dynamique. Puis en imaginant que j'ai le système de base, donc que je peux utiliser la relation de consistance sur les références, je suis capable de faire un alias de cette référence-là ici, qui par contre maintenant est considérée comme étant une référence du type inconnu, parce que flèche inconnue, inconnu flèche inconnue est consistant avec inconnu, donc je peux faire une référence ici a priori qui contient une valeur inconnue. Puis maintenant, ben, à l'intérieur de cette référence-là, je place la valeur 10 parce que justement la valeur 10 est consistante avec inconnu. Et donc ici, jusqu'à date, pas de problème. Le vrai problème se manifeste ici lorsque je déréférence la première référence. Parce que justement, le type de cette référence-là me garantit au moins que j'ai quelque chose que je peux appliquer. Mais pourtant, j'ai mis un entier. Et donc, on a un type error. Puis comme j'ai mentionné, on ne veut pas de type error. Donc la raison pourquoi ça arrive, c'est qu'une référence, c'est un peu comme une fenêtre vers une boîte, vers une valeur. Puis cette fenêtre-là, on peut avoir deux fenêtres teintées différemment qui vont nous donner, dans le fond, une vue différente sur la même valeur. Donc, la solution à ça, qui est faite par le système, donc comme les références ne sont pas des ground type, on n'ajoute pas de règle de consistance par rapport aux références, ce qui fait en sorte que la seule façon pour deux références d'être consistantes entre elles, c'est que leur type qui est contenu à l'intérieur de la référence est exactement égal. Donc, on va donc se rappeler durant le reste de cette présentation que pour que deux références soient consistantes l'une envers l'autre, leur type doit être exactement égal. Donc, on a défini la sémantique statique de lambda graduel. On est maintenant rendu à définir la sémantique dynamique. Et donc, pour faciliter la tâche de cette définition de cette sémantique dynamique, on va traduire lambda graduel vers lambda cast. Qui lambda cast va être un lambda calcul avec des typecast explicites pour qu'on manipule finalement juste des valeurs statiquement typées. Donc, cette insertion de cast au travers le code va nous permettre d'arrêter sur les castes invalides et donc de vérifier à l'exécution qu'une valeur qui aurait normalement été dynamiquement typée est bien typée selon l'interface sur laquelle on veut l'appeler. Puis ça va faire un peu, en quelque sorte, un boxing des valeurs, comme on retrouverait dans un langage de programmation. Donc, les valeurs de type dynamique vont être dans une boîte qui va contenir le type sur lequel on s'attend à ce que cette valeur-là est. Puis donc c'est ça. Puis on va noter le cast vers type tau comme étant bracket tau, comme le type qu'on veut atteindre d'une expression. Puis c'est ça. Puis le cast, dans le fond, c'est l'élément important dans l'implémentation du passage entre le monde dynamiquement typé et statiquement typé. Donc, la relation de consistance nous permet d'être l'élément fondamental dans la vérification statique de notre programme dynamiquement typé, graduellement typé, pardon. Puis le cast, dans le fond, va être l'équivalent, mais au monde dynamique. Donc, le cast agit vraiment comme la frontière entre le monde statiquement typé et dynamiquement typé. Puis il y a comme des gardes de frontières qui vérifient que le passage est fait de façon correcte. Donc, un cast va être correct si justement la valeur contenue dans l'expression ou exprimée par l'expression, qui est peut-être dynamiquement typée, si cette valeur-là est consistante, donc on retourne à la consistance, si cette valeur-là est consistante avec le type vers lequel on veut transformer la valeur, ben, on peut passer du monde dynamique à
statique sans problème parce qu'on est capable de vérifier justement que la valeur a un type correct, donc un type qu'on s'attend à avoir. Puis si c'est pas consistant, ben on va refuser le cast, on va dire on ne peut pas passer du monde dynamique, on peut pas passer cette valeur-là du monde statique vers le monde du monde dynamique vers le monde statique, pardon, parce que justement le type n'est pas ce qu'on s'attend à avoir et donc c'est incompatible et donc le programme échoue, on a une erreur de cast. Donc, pour transformer, dans le fond, lambda-g vers lambda-cast, il faut insérer des castes dans le code du typage graduel. Donc, cette insertion de caste-là est définie formellement dans l'article. Je ne vais pas passer au travers toutes les règles parce qu'on serait encore ici demain. Mais rapidement, quelques règles intéressantes, notamment face à l'application de fonctions que je détaille depuis tantôt. Donc, si on doit traduire une fonction qui n'est pas typée, un appel de fonction va à partir d'un opérateur qui n'est pas typé sur une opérande peut-être typée. Ce qu'on décide de faire, c'est d'insérer un cast sur l'opérateur. Mais sachez ici qu'on aurait pu caster l'opérande vers le type inconnu. Il n'y aurait pas de différence a priori ici. Puis quand on a une application d'un opérateur qui est bien typé, donc tau vers tau prime, qui est typé complètement, donc on a l'information de type, puis qu'on a une opérande de type tau2 qui a priori n'est pas nécessairement égal avec le type qu'on veut atteindre, donc le type qu'on s'attend à avoir, mais que c'est consistant. Dans ce cas-là, on peut introduire un cast de l'opérande vers le type attendu par l'opérateur. C'est un peu mélangeant, mais vous voyez, dans le fond, on caste pour avoir un argument compatible avec ce que la fonction s'attend à avoir. Donc, encore une fois, quelques règles d'insertion de cast par rapport aux références cette fois-ci. Ça introduit un bon point, c'est qu'ici, on a dit que les références ne doivent pas vraiment être castées sur le type qu'elles contiennent parce que ça peut amener à des problèmes de centness, mais pourtant, dans cette règle-là ici, on fait un cast d'une référence. Puis, la raison qu'on fait une cast de référence, c'est que d'abord, on doit vérifier statiquement plus tard que ça va être compatible. Donc, il va falloir faire un cast de soit l'argument, soit la référence. Le problème, c'est qu'on a le type de l'argument, on n'a pas le type de la référence, donc on est obligé de caster la référence. Puis, on pourrait se dire, ben là, on a brisé le centness qu'on voulait tantôt. On a fait quelque chose qui contredit ce que j'ai mentionné plus tôt. Mais en fait, c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que on ajoute un environnement qui va garder une trace du type des emplacements mémoire. Puis quand on va faire le cast de cette référence-là, de cette expression-là vers cette référence-là, on va vérifier dans le fond que le type de l'emplacement mémoire exprimé par cette expression-là est compatible selon notre bonne définition de la relation de consistance avec ça. Donc, on va defer la vérification. On va le faire passer statiquement, mais dynamiquement, on va quand même le vérifier parce qu'il y a un cast. Donc, il n'y a pas de problème ici. Donc, on ne contredit pas notre idée de laisser les références invariantes sous le type qu'elles contiennent. Ici, on a la situation analogue à l'appel de fonction. Donc, lorsqu'on a un peu d'informations sur l'appel de fonction, donc ici, on connaît le type de la référence, on connaît le type de la valeur qu'on veut mettre dans la référence, mais on sait qu'ils ne sont pas égaux. Donc, ce qu'on fait ici, sous l'hypothèse que les types sont consistants, on va caster le type de la valeur qu'on veut mettre dans la référence vers le type qu'on veut avoir. Donc, ça correspond cette fois-ci à exactement ce qu'on pense qu'il devrait être fait. Donc, maintenant qu'on a défini la traduction vers lambda cast de lambda g, ben, il est temps de définir la sémantique statique de lambda cast. Puis encore une fois, c'est extrêmement similaire au lambda calcul simplement typé qui est illustré par ce symbole-là ici dans notre article. Donc, comme j'ai mentionné, on ajoute un environnement des types pour les emplacements mémoire. Donc, chaque emplacement mémoire est associé à un type de la valeur contenue dans à cet endroit mémoire-là, qui est très similaire à ce qu'on a vu dans les présentations du début de la session. Et donc, la sémantique statique de lambda cast est très similaire à celle de lambda calcul simplement typé. La seule différence, c'est qu'on ajoute un typage des castes pour justement considérer que les castes sont bien typés et avoir vraiment un système typé entièrement. Donc, ici, le typage des castes. Le cast est bien typé justement si c'est consistant. Et donc, cette règle-là ne vérifie pas les types dynamiques, justement, parce que les types dynamiques doivent vraiment être vérifiés à l'exécution. Donc, cette phase-là fait juste vérifier que les types qui peuvent être vérifiés statiquement sont bien vérifiés, dans le fond. Mais ça ne satisfait pas le problème de typage dynamique. Le typage dynamique, dans le fond, est réglé dans la sémantique dynamique de lambda cast. Donc, pour illustrer comment ça fonctionne, donc lambda cast peut produire, l'évaluation, dans le fond, de lambda cast peut produire une erreur de cast ou de type. J'ai mentionné qu'on ne veut pas les erreurs de type. Et donc, pourquoi qu'on pourrait permettre de retourner une erreur de type dans lambda cast? C'est simplement pour être capable de prouver par après
que ces erreurs-là ne sont jamais produites par des dérivations de programmes écrits en lambda cast. Donc, on va prouver ça formellement plus tard, que justement, on ne va jamais avoir une erreur de cast lors de l'évaluation d'une expression de lambda cast. Une erreur de type lors de l'évaluation de lambda cast. Et évidemment, une évaluation qui termine correctement peut retourner une valeur, soit dans une boîte parce qu'elle est issue d'un cast, donc c'est une valeur qui était dynamique au départ, soit une valeur unbox parce que justement, on est capable de statiquement montrer le type de cette valeur-là de tout au long de l'évaluation, puis à la fin, on a encore une valeur statiquement connue. Donc, quelques particularités de la sémantique dynamique de lambda-cast avant de continuer. Donc, on a une fonction de unboxing justement pour manipuler les données qui sont cachées sous un cast. Donc, c'est ça. Puis, quelques autres particularités, bien, évidemment, comme on manipule cette fois-ci des programmes qui peuvent avoir des valeurs dynamiquement typées, il va y avoir une validation de type qui est faite dans l'évaluation de la sémantique dynamique de lambda-cast, ce qui n'est pas fait traditionnellement dans un lambda calcul complément typé parce que, justement, la phase statique vérifie tous les types. Ici, on est incapable de faire ça, donc on doit faire ça à l'évaluation. Chaque type va contenir une règle de cast parce qu'il va y avoir des particularités associées à chaque type. Je vais en présenter une d'ailleurs. Si on fait des casts non nécessaires, donc par exemple, si j'ai une valeur qui est statiquement connue, 5 est connu comme étant un entier, j'ai pas un cast vers un entier va être effacé, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de boxer une valeur qui doit être connue à l'avance. Puis, si on a des chaînes de cast, donc par exemple entier vers string, ben, je vais juste faire entier vers string. Donc, c'est un exemple artificiel parce qu'on ne va jamais caster un entier vers une string, là, mais dynamique, dans le fond, vers string, vers dynamique, vers string. On va juste effacer ça, en fait, vers dynamique, vers string. On n'a pas besoin de garder des chaînes inutiles. Donc, c'est une autre... Je ne lui montrerai pas ça formellement, mais sachez que ça existe dans les règles. Donc, une autre chose que j'ai oublié, c'est que dans ma présentation, j'ai abstrait beaucoup les détails de la sémantique dynamique pour que ce soit plus facile à présenter. Donc, si vous allez lire l'article après cette présentation-là, normalement, vous l'avez déjà lu. Donc, si vous vous demandez mes règles, ils sortent de où, c'est que je les ai réécrites pour que ce soit plus simple à présenter, puis que pour vous, vous n'avez pas besoin de digérer tous les détails techniques de la preuve. Donc, c'est juste l'essentiel que je présente ici. Donc, la première règle ici illustre ce qui se passe lorsqu'on fait un cast est illégal. Donc, on passe du monde dynamique vers statique. Ici, l'expression E, qui se réduit à V, lorsqu'on le unbox, on se rend compte que c'est de type sigma, mais sigma n'est pas compatible avec tau, puis qu'on veut caster vers tau, ben là, on réduit ça vers une erreur de cast. On peut montrer, dans le fond, on vérifie, dans le fond, que le cast est bon lorsqu'on le fait à l'évaluation dynamique, à l'évaluation du programme, pardon, pour s'assurer qu'on ne fait pas des casts illégaux, puis qu'on ne passe pas de façon invalide du monde dynamique au monde statique. Donc, c'est une première étape vers vérifier que le soundness est correct. Donc, on fait des erreurs de cast lorsque les casts sont invalides. Puis, de façon similaire, si on est capable de vérifier qu'une fonction n'est pas, qu'une valeur n'est pas une fonction, ben, on ne peut pas appliquer ces valeurs-là. Puis c'est intéressant parce que sachant qu'il n'existe jamais de type error, parce que je vais prouver ça après, ben, on peut voir que lorsqu'on déclare une fonction, on a toujours implicitement on sait toujours que c'est une fonction, justement. On ne perd pas le fait que c'est une fonction parce qu'on l'a déclaré comme étant une lambda et donc on sait toujours que c'est le type flèche. Donc, sachant que ça n'arrive pas, c'est intéressant parce qu'on peut. Ça montre à quelque part qu'on est capable d'implicitement aller chercher un petit peu d'informations de l'écriture du programme. Donc, quelques règles de cast qui fonctionnent bien. Donc, ici, je montre l'effaçage des casts inutiles. Donc, par exemple, si j'ai un ground type, je n'ai pas besoin de le caster, puis je veux le caster vers lui-même, je peux effacer cette règle de cast-là, dans le fond. Donc, un cast le cast, dans le fond, c'est le cast de 5 vers int, là, c'est effacé. Ça ne sert à rien de faire ça. Une autre règle ici que j'illustre assez brièvement, qui est l'application de fonction. Donc, on n'a pas besoin de vérifier rien ici, par exemple. Je vais appliquer la fonction directement, sachant que c'est une lambda ici. Donc, la vraie règle intéressante ici est la règle sur le cast des fonctions. Donc, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, le cast, dans le fond, c'est le pont entre le monde statique et dynamique. Et donc, le cast doit se comporter correctement pour que le système soit sound, parce que justement, c'est comme ça qu'on va vérifier que les valeurs dynamiques sont bien typées. Donc, dans le cas qu'on doit faire un cast d'une fonction, il faut faire attention. Parce que, par exemple, si on a une fonction, il y a deux cas possibles. D'abord, on sait que la consistance s'applique juste lorsqu'on parle de valeurs qui sont dynamiquement typées. Donc, si j'ai une fonction dynamiquement typée, puis que je veux la caster vers une fonction qui n'est peut-être pas autant dynamiquement typée, donc sous l'hypothèse que c'est quand même consistant, mais là, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose de plus. Parce que si dans le fond, la fonction à la base, elle accepte un entier et retourne un type dynamique,
puis moi je vais la caster vers quelque chose qui accepte un entier, mais qui retourne une string, par exemple, bien, lorsque je vais utiliser la fonction, je dois m'assurer qu'elle retourne bien une string, parce qu'a priori, la fonction de base ici pourrait retourner un type dynamique. Donc, au retour, il va falloir que je vérifie que j'ai bien le type que je m'attendais d'avoir, puis inversement, si je veux cacher l'information, donc si à la base j'ai une fonction entier vers entier, puis je veux la caster vers dynamique, bien, maintenant, on peut avoir toutes sortes de paramètres qu'on va recevoir lors de l'appel de la fonction originale. Donc, il y a un petit problème ici pour s'assurer le centness. Si on ne fait pas une vérification particulière lors de l'appel de la fonction, on va avoir un problème. Puis comme c'est une fonction, on ne peut pas vérifier à l'avance que le type va être correct. On ne peut pas non plus vérifier tous les call sites parce que la fonction pourrait être transformée, manipulée, envoyée à plusieurs endroits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer un adaptateur autour de la fonction de base qui, lui, va introduire des castes pour vérifier que l'utilisation est bonne. Donc, par exemple, si j'ai une fonction tau vers tau prime, consistant avec sigma vers sigma prime, puis que je casse ça vers sigma prime, évidemment, donc on accepte le casse parce que c'est consistant. Ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une lambda qui va accepter un paramètre de type sigma pour satisfaire, dans le fond, les fonctions qu'on va se passer. Donc, c'est ici, si avant on avait une fonction entier vers entier, mais maintenant on va leur faire accepter n'importe quoi, et ça ici, ça peut être le type dynamique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va caster la valeur reçue, donc z ici qui va être le paramètre reçu par la fonction. Donc, on imagine que z est frais, il n'y a pas de capture qui est faite là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caster le paramètre vers la valeur attendue par la fonction originale. On va unbox, on va appliquer, on va unbox. Puis après, on va recaster vers le type de sortie pour s'assurer, dans le fond, que la fonction appelée ait les paramètres du type qu'elle s'attend. Puis la fonction appelante reçoive un type qu'elle s'attend à avoir. Donc, au niveau du cast de la fonction, il y a une opération très importante ici qui est vraiment l'adapteur par-dessus le type de la fonction pour s'assurer que lorsqu'on passe du monde dynamique et vers statique, dans le cas des fonctions de premier ordre, ça soit fait correctement. Je vais sauter le petit exemple parce que j'ai pas le temps, mais ça ici, ça illustre dans le fond l'écriture en lambda graduel, la traduction vers lambda cast, la réduction vers le lambda cast parce que si ça passe statiquement. Là. Donc, c'est juste ça que je présentais ici, donc pas super important. Donc, je saute. Donc, on approche de la fin. J'aimerais énoncer, dans le fond, les résultats formels qu'on a sur les deux langages que j'ai présentés, soit lambda G et lambda cast. Ma voix est en train de lâcher, justement. Donc, c'est bien que ça finit. Donc, lorsqu'on traduit, le premier lemme qui est présenté, c'est lorsqu'on traduit un programme de lambda graduel complètement typé, ben, il n'y a aucun cast qui est inséré. Donc, ce que ça dit, c'est que notre lambda graduel avec des castes, les castes servent vraiment uniquement à passer du monde dynamiquement typé vers le monde statiquement typé. Et donc, on ne va jamais se retrouver à faire des castes entre deux valeurs statiquement typées. Ça ne fait pas de sens dans notre définition du cast. Donc, c'est déjà une propriété intéressante. Et le vrai cœur de notre présentation, c'est le soundness. Donc, j'ai mentionné à plusieurs reprises qu'on vise à avoir un système de typage graduel qui était sound. Donc, si on utilise un système de type, si le système de type prononce qu'une expression est bien typée, on ne va jamais avoir une erreur de type. L'évaluation produit évidemment une valeur du bon type ou une erreur de cast parce que, à quelque part, on a rajouté du dynamisme, puis le dynamisme aurait brisé cette garantie-là. Donc, si j'énonce formellement ces résultats, d'abord, le premier lemme nous indique que la traduction d'un terme de lambda G vers lambda cast, si elle se passe correctement parce que les expressions sont bien typées, produit un terme bien typé en lambda cast. Donc, c'est intéressant parce qu'elle nous dit que la traduction fonctionne bien, dans le fond. On ne brise pas le système de type. La traduction préserve le fait que les deux langages sont bien typés. On a vu ça d'ailleurs dans une présentation de Stéphane il y a quelques jours. Donc, c'est le même genre de lemme. Puis cet énoncé-là est prouvé justement formellement à l'aide d'un système de preuve automatique et par des lemmes plus simples sur les règles de typage que je n'ai pas mentionné ici par manque de temps et que c'était pas super pertinent non plus. Donc le deuxième lemme qui va nous amener vers le soundness, c'est l'évaluation sound de lambda cast, pas de lambda G. Donc sachant qu'une expression bien typée en lambda cast se termine toujours en... On montre dans le fond qu'une expression de lambda cast bien typée se termine toujours par une erreur de cast ou une valeur bien typée, qui correspond exactement à la définition de soundness of evaluation. Puis nous, on est intéressé par montrer que lambda graduel est bien typé. Puis donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ces deux lemmes-là pour montrer que lambda graduel est sound, dans le fond. Donc, j'ai dit bien typé, c'est le type safety, là, je voulais dire que c'est sound. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que, sachant que la traduction de lambda graduel vers lambda cast fait une expression de lambda cast bien typée, puis que l'expression de lambda cast bien typée elle-même va être sound lorsqu'on l'évalue, bien, on peut conclure que la traduction totale, donc à partir de lambda G, l'évaluation va être bien typée, va bien fonctionner.
Et donc, c'est comme ça qu'on monte le soundness. On monte le soundness au travers ce langage intermédiaire qu'on a défini qui est LambdaCast. J'ai pas beaucoup de temps, mais je vais en profiter dans le fond pour faire un petit retour. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini dans le fond LambdaCast comme un langage intermédiaire. Puis, à partir des propriétés de LambdaCast, on est capable de montrer que Lambda graduel, qui est le système graduellement typé, fonctionne bien. On utilise la relation de consistance pour comparer, dans le fond, pour comparer le mélange dynamique et statique de façon à l'étape statique. Donc, pour vérifier que c'est statiquement bien typé, on utilise la relation de consistance. Puis, au niveau dynamique, on utilise le cast comme étant un pont entre les deux mondes de typage. Puis, bon, ça, c'est ce que je viens juste de dire. Le système est sound. Donc, peut-être pour terminer, là, ce qui n'est pas exploré dans l'article, c'est vraiment une implémentation dans un vrai langage scheme ou l'interaction non plus avec les types algébriques. C'est utilisé à titre indicatif, mais ce n'est pas implémenté dans l'article. L'interaction avec l'inférence de type est aussi intéressante parce qu'il y a aussi une question plus en pratique, comment on ajoute l'inférence de type dans un système graduellement typé. Puis, les auteurs mentionnent à plusieurs reprises que le typage graduel, ça a un impact sur le développement logiciel qui est bénéfique, mais c'est pas vraiment exploré dans l'article, c'est pas le focus de la présentation, c'est vraiment la formalisation d'un système graduellement typé qui est sound. Puis, moi, personnellement, dans la présentation, des détails que j'ai omis sont les coûts d'utilisation du système en termes de performance. Donc, on peut se douter que cette règle-là ici, qui ajoute une lambda par-dessus toutes les castes, pourrait avoir un impact au niveau de la performance. Je ne me suis pas préoccupé de ça. Il y a aussi un lemme qui est présenté dans l'article de Pay as you go, dans le fond, qu'on paye juste les coûts lorsqu'on utilise des types dynamiques. Je n'ai pas parlé de ça. Et bon, il y a beaucoup de formalisation du système de type et de preuve que j'ai pas parlé. J'ai pas parlé des preuves faites en Isabelle ou peu importe là, du système de preuve automatique. L'analyse de programme qui ne se termine pas aussi est traitée dans le papier. Je ne parle pas de ça parce que c'est pas important pour la présentation. Puis, est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que non. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, merci.